Bonsoir à tous. Alors, effectivement, ce soir, on va vous parler du burn-out et on va vous parler en même temps un peu de philosophie et un petit peu aussi de cinéma. Moi, je suis le cinéaste. Je pratique le documentaire, comme l'a dit Madame Ernst, depuis un certain temps. Et je voudrais commencer par vous expliquer la différence entre le documentaire et le reportage. Parce que je sais que c'est la porte d'entrée, en fait. Il y a une grande confusion entre les deux parce que les télévisions doivent produire des documentaires et doivent diffuser des documentaires. Et donc ils marquent documentaire sur tout ce que vous voyez qui a plus ou moins attrait au réel. Or, le documentaire est très différent du reportage. Le reportage est un travail, un produit, dira-t-on dans la télévision, un travail qui est fait de manière plus objective. En tout cas, on se targue d'objectivité dans le reportage. On donne des faits, on donne des chiffres. Souvent, il y a une voix off qui vous explique ce que vous êtes en train de voir, qui vous commente des images, etc., etc. Or, dans le documentaire, on parle plus de subjectivité. Il y a un auteur derrière un film documentaire, un auteur qui pense, un auteur qui va aborder une problématique et qui va l'aborder avec un certain point de vue. La notion de point de vue est très importante à comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, je ne montre pas la réalité dans un film documentaire, je montre un point de vue sur la réalité. Et le fait d'adopter un point de vue, le fait de passer par l'œil de quelqu'un, ça peut être le réalisateur qui est un personnage du film, ou par un autre personnage qui serait, je sais pas moi, un jeune pygmée ou une dame de la haute aristocratie anglaise. Je regarde son point de vue sur la réalité. Et ce faisant, je crée une notion. Je crée une notion et j'implique une réflexion. Une réflexion qui va passer par des émotions et par une réelle expérience. Le spectateur va vivre une expérience quand il voit ce film. Évidemment, les documentaires ont plus leur place au cinéma, mais petit à petit, la télévision leur a ouvert ses portes. Et, je dirais même, de temps en temps, ces documentaires passent à des heures normales. Le problème, évidemment, c'est qu'un documentaire doit se regarder calmement, on regarde tout du début à la fin, on ne zappe pas, on ne change pas de chaîne, etc. Et on ne répond pas au téléphone non plus, etc. Donc on fait plutôt du reportage à la télévision parce que comme ça les gens sont libres de faire 3 ou 4 choses en même temps, alors que le documentaire demande quelque part une sorte de petit investissement, c'est de rester assis et de se laisser happer par les images, de suivre une histoire et de réfléchir en ayant eu des émotions. Le documentaire, c'est l'art de la transformation. C'est-à-dire qu'en fait, quand je fais un documentaire, je sais qu'en arrivant dans un endroit avec ma caméra, je vais transformer la situation qui est devant moi. Je vais la transformer, et quand on y réfléchit, c'est assez normal. Vous êtes à deux dans une cuisine, en train de discuter, et tout d'un coup, il y a un gars qui arrive avec une caméra, qui vous dit « je vais vous filmer, ça va passer au cinéma, à la télé, etc. Faites comme si j'étais pas là ». C'est normal que je transforme la situation. En gros, ça m'arriverait, je pense que je ne dirais pas la même chose à mon ami, ma femme ou mes enfants, je me comporterais d'une certaine manière. L'idée, évidemment, c'est que cette transformation reste quelque chose qui fait partie de la vie. Dans mon métier, je prends beaucoup de temps pour observer d'abord ce qui se passe quand je ne suis pas là avec ma caméra. Mais je suis conscient que même sans ma caméra, je vais quand même modifier l'espace. Je vais modifier la situation. Parce que tout d'un coup, de 2, on passe à 3. Dans un bloc opératoire, quand j'arrive et que je commence à regarder les gens, jusque-là, je dirais, dans des hôpitaux publics, ça arrive quand même souvent qu'il y ait des stagiaires, qu'il y ait des gens qui observent pour des raisons X ou Y. Mais quand on est là en disant « je vous observe parce que je voudrais faire un film sur le burn-out », je modifie la situation, c'est évident. Les gens disent « ah bon, vous venez filmer le burn-out dans notre hôpital, il y a du burn-out dans notre hôpital ». Donc fatalement, je vais focaliser mon attention sur une problématique et les gens vont fatalement aussi, eux, se focaliser sur cette problématique, inévitablement. Reste à moi, le réalisateur, de choisir si je vais montrer cette transformation à l'écran ou si je vais attendre que quelque part le fait que je sois là redevienne naturel et je ne filme qu'au moment où ça redevient naturel. Ça, c'est une manière de raconter une histoire et vous allez voir que, voilà, à certains moments, on montre l'envers du décor. Moi, je montre dans ce film-ci comment j'influence le système. Le documentaire est aussi l'art de la rencontre. Ça, c'est vraiment très important. L'idée est que je rencontre des gens. Je pars sans ma caméra d'abord et je vais rencontrer des gens. Je vais aller très proche d'eux.
je vais, comme je vous l'ai dit, modifier un petit peu la situation, sans doute par ma présence, parce que je suis avec eux. Et je vais tellement bien les rencontrer que je vais essayer que la rencontre ait lieu pour la caméra aussi. La caméra va rencontrer cet endroit, va rencontrer ces gens. Et en fait, mon but ultime, c'est que quand vous voyez mon film, vous rencontriez ces gens. Vous rencontrez ces gens qui sont face à une problématique. Et comme vous les rencontrez, vous vivez une expérience, et cette expérience vous fait réfléchir, et peut-être éventuellement va modifier aussi vos comportements à vous. C'est ça le documentaire, c'est quelque chose de, voilà, par rapport aux reportages que vous voyez à la télévision, que vous pouvez oublier assez rapidement, qui sont peut-être plus informatifs, qui vont vous donner des notions précises, et on va dire c'est objectif, ce qui ne l'est jamais, sachez-le bien quand même, je veux dire, on met une caméra, c'est pas objectif. Je mets ma caméra comme ça, monsieur me filme en plan large ou en plan serré, il prend une décision. Et ce n'est pas la réalité, ce qui est sur cet écran. La réalité, c'est ce que vous voyez là. Ça, c'est une interprétation de la réalité. Dans un documentaire, a fortiori, c'est une interprétation subjective de la réalité avec un point de vue. Alors, moi, en tant que réalisateur, j'ai été modifié aussi par des expériences. Et je vous dirais même plus, en fait, je vis ma vie, je vis mon métier comme une succession d'expériences. Comme l'a dit Madame Ernst tout à l'heure, je prends beaucoup de temps pour faire des films. Effectivement, je suis resté 2 ans à l'hôpital. 1 an de préparation, je vous en parlerai, 1 an de tournage. Mais il faut savoir que j'étais là avant, en amont. J'ai rencontré Pascal encore 1 année avant. Et qu'après, donc ça fait 3 ans, et qu'après, quand je rentre chez moi, au studio avec les images, j'ai encore 1 année de montage et au moins 1 année de diffusion où je rencontre les spectateurs et je leur parle de ce qui s'est passé. Je leur donne soit l'envers du décor, soit on discute et on dialogue en fonction des questions qui se posent et en fonction de la problématique que j'ai abordée. Ce qui fait des tranches de 5 ans. J'ai par exemple vécu 5 ans, c'était peut-être un peu moins, ça devait être 3 ans et demi, 4 ans, avec la famille Voltaire, que certains d'entre vous connaissent peut-être, les Voltaire à Bruxelles, Claude Voltaire et Jacqueline Beer, une grande comédienne belge. Je les ai suivis pendant 1 an et demi, et je les ai filmés dans une aventure familiale. C'était en 2000, et c'était vraiment très prenant pour moi, de faire partie à un moment donné de cette famille, et de sentir que, ben oui, ma présence allait peut-être influencer les choses. Et puis le thème que j'étais en train de créer, la création que je faisais sur ce thème, le thème c'était le masque. Comment est-ce que des comédiens arrivent à se dire les choses alors que justement ce couple de comédiens vivait sur scène quasi ce qu'ils vivaient dans la vie. Et j'utilise des images d'archives pour montrer faire des allers-retours. Ensuite j'étais au Maroc, comme l'a dit madame tout à l'heure. J'ai vécu pendant plusieurs années au Maroc. En fait là c'était pas à la base un film, c'était une expérience familiale avec ma femme et mes 2 filles. On est partis pour 1 an. Et en fait, on s'entendait, on était tellement bien dans cette palmeraie, on s'est tellement acclimaté à cet endroit qu'on s'est dit, ben, on va y rester un peu plus longtemps. Et donc, j'ai décidé d'y faire un film. Tranche de vie, transformation. Ensuite, j'ai fait le thé ou l'électricité. J'étais pendant plusieurs années dans les montagnes, où en fait, là, je faisais des allers-retours. Je ne vivais pas dans les montagnes, mais je faisais des allers-retours. J'ai fait 14 allers-retours en 2 ans et demi. 2 ans et demi de tournage, c'était un très très long tournage, pour filmer l'arrivée de l'électricité dans un petit village isolé du Haut-Atlas central. Et de voir l'impact que ça a sur les gens qui reçoivent l'électricité, qui eux vivaient quasi, comme on dirait, le Moyen-Âge chez nous, sans électricité, mais sans aucune machine, etc. Et puis, Global Burnout. Global Burnout, qui en fait a commencé avec une rencontre, la rencontre de Pascal, qui était provoquée par un producteur ami commun de nous deux, qui ne nous connaissions pas, et qui m'a fait lire le livre de Pascal Chabot, qui était pas encore édité, Global Burnout. Et cette fois-là, en lisant ce livre, j'avais entendu beaucoup parler du burnout, mais c'était la première fois que j'entendais parler du burnout comme étant un problème de société, comme étant, d'une certaine manière, le trouble miroir de notre société. J'ai rencontré Pascal, et voilà, le film a commencé. Je vais d'abord vous montrer, Pascal va vous expliquer comment lui m'a rencontré et où il est dans la philosophie, comment il est venu à ce film. Mais on va regarder la bande-annonce du film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Incision. Moins d'1 heure. Madame suivant.
salle 4, s'il vous plaît, on sort en salle 4. Ok, vous me faites descendre mon abcès, vous voulez pas l'endormir, il attendra ici. Ok, vous me faites descendre mon abcès. Regardez en salle 4, s'il vous plaît. Alors, résumons-nous, la salle 3 est copieuse. Je dirais l'amputation, je la passe là, il y en a pour une demi-heure. Chez Alice. Je passe à travailler sur 3 salles. Mais pourquoi sur 3 salles à 4h30, dis-moi? Moi, mon métier, c'est pas de dire non à une mauvaise organisation. Mon métier, c'est de faire mon métier de médecin anesthésiste, c'est tout. Hier, j'étais dans tous mes états. Enfin, je peux dire qu'hier, c'est affreux. C'est gravissime. Quelquefois ça pète, quelquefois ça pète pas. Variable. Il y a eu une succession de tensions, on va dire, et ça nous a conduit à programmer une intervention au sens un audit. C'est vachement intéressant quand même. Donc oui, j'attends l'audit avec impatience, non pas parce que je crois, non pas parce que je crois en la capacité extraordinaire de l'audit de tout changer, mais parce qu'aujourd'hui on ne peut rien faire sauf attendre l'audit. Donc du coup je l'attends. Je suis sûr que ça changera rien. On verra. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. À mon tour de raconter la genèse de ce projet commun du point de vue de la philosophie, en s'interrogeant d'abord ensemble sur les raisons pour lesquelles un regard philosophique peut être intéressant sur le travail. Car après tout, si la psychologie comme la sociologie sont compétentes, extrêmement bien informées pour porter un regard sur le travail et ses pathologies aujourd'hui. Pourquoi la philosophie doit-elle être convoquée? Que peut-elle apporter? Que peut-elle donner d'autre que la psychologie et la sociologie et la médecine, bien entendu, donnent déjà. C'était tout l'enjeu de ma recherche lorsque, après avoir travaillé longtemps sur la question du progrès, la thématique du burn-out s'est imposée à moi-même en me convoquant à réfléchir d'abord au travail lui-même, à la centralité du travail, au fait que le travail, très souvent dans nos sociétés, et davantage sans doute que naguère, charpente l'existence des humains, leur confère une dignité, leur confère à leur existence un sens, si bien que c'est par ce biais-là que l'on peut comprendre aussi la violence, la grande violence du chômage, qui est une violence liée à l'absence de place et à l'absence de rôle dans une société. Donc réfléchir d'un point de vue philosophique au travail, c'est convoquer la question du sens, finalement, du sens de l'existence, à travers une théorie de l'action. C'est ce que j'essaie de faire dans ce livre Global Burnout, en tordant peut-être un petit peu ce que l'on appelle ordinairement philosophie. Car à la différence de certains de mes collègues, et vous savez que la philosophie fourmille de chapelles et de dissensions, à leur différence, il me semble que la philosophie sert à quelque chose. Elle a un rôle pratique à jouer et à endosser. Alors, cela peut faire bondir que de dire que la philosophie sert à quelque chose ou devrait servir dans notre société où tant et tant de choses doivent déjà servir. On pourrait dire, évidemment, la mécanique, la technique, la logistique, tout cela sert, et il y a quand même quelques bulles qui se justifient par elles-mêmes, qui ne servent à rien, en lesquelles il faut compter l'art, en lesquels il faut compter la philosophie. Et d'un certain point de vue, c'est cela. C'est vrai.
C'est vrai que la manière dont la philosophie peut rendre service est différente de la manière dont la technologie, par exemple, rend service. Cependant, si cette discipline de l'esprit ne servait à rien d'autre qu'à contempler le cours du monde et d'une certaine manière à avaliser par l'analyse le chemin qu'il suit, ce serait un peu trop peu. Je crois au contraire que la philosophie, par son désir d'être au service, est conforme à un certain nombre d'opérations. Il y a des grandes opérations de la philosophie. Pour moi, il y en a 7 qui ont préparé cette approche du burn-out, et je pense que c'est sur ces approches-là que nous avons pu nous rencontrer. D'abord, la philosophie est lucide. La philosophie cherche à aller vers une certaine lumière. Elle cherche à faire sortir de l'ombre ce qui y était, exactement comme dans la caverne de Platon, en ayant foi dans le fait que la connaissance, l'élucidation, la lumière, le grand soleil platonicien finalement, rend libre. La connaissance libère, voilà une sorte de dogme de la philosophie, ou du moins une vérité à la fois inébranlable et chaque fois revisitée. La philosophie, en plus d'être une élucidation, est une libération. Elle est une libération en ce sens qu'elle essaye toujours d'aller voir du côté des aliénations, d'aller regarder les chaînes, d'aller voir ce qui dérange dans l'ordre du monde comme il va, pour non pas proposer dogmatiquement un concept de liberté, car rien n'est plus difficile à définir que la liberté, mais pour simplement demander quelque chose comme une libération, pour demander quelque chose comme la fin de certaines suggestions, en réalité pour demander quelque chose qui est de l'ordre de la majorité. C'est Kant qui disait « L'humanité vit trop souvent dans la minorité psychique et spirituelle, nous acceptons trop souvent des vérités qui ne sont pas les nôtres, il faut passer à quelque chose qui est de l'ordre de la majorité ». Et puis, ces opérations philosophiques, elles sont évidemment très liées à la connaissance de soi-même. Il est impossible de parler de sujets comme le travail en parlant de manière tout à fait objective, comme si c'était une réalité qui ne nous transforme pas nous-mêmes. En cela, il y a dans toute philosophie une sorte de parti pris subjectif d'abord, mais qui tente de hisser vers le concept, de hisser vers la raison, quelque chose qui ressortit d'abord d'une expérience personnelle. Et c'est avec ces outils-là, ces outils de l'élucidation, ces outils de la libération, ces outils de la connaissance de soi, et peut-être aussi celui très important pour la philosophie de la prospection, c'est-à-dire du regard vers le futur, de la tentative de discerner dans la confusion et dans le chaos de l'expérience présente certaines voies qui seraient plus enviables que d'autres, et après tout, une grande partie de la philosophie est nourrie par un désir d'utopie, par un désir de création de mondes alternatifs, de mondes peut-être plus justes. C'est par cette manière de prospecter aussi que sont dessinées dans les questions dont la philosophie s'empare, une sorte de cartographie du présent. Alors la cartographie du présent, lorsqu'elle concerne le travail, elle doit d'abord prendre acte de la centralité dont je vous ai parlé, et elle doit également s'étonner. On a dit beaucoup que la philosophie naissait de l'étonnement. Quelqu'un qui ne s'étonnerait jamais n'accéderait peut-être pas à la dimension énigmatique, mystérieuse, qui demande à être rationalisée et à être conceptualisée de l'existence. L'étonnement, le grand étonnement vient du fait que les années 1960, vous le savez, ont été les années d'une promesse sur certains effets de la technologie, en disant grâce aux techniques, grâce aux sciences et aux techniques, l'humain va enfin
pouvoir sortir d'une sorte d'aliénation dans laquelle il était par rapport aux tâches et aux contraintes quotidiennes. Il va pouvoir délaisser ce qui est ennuyeux, il va pouvoir s'adonner, grand mot des années 60, à la civilisation du loisir. Et pendant une quinzaine d'années, on a fait coïncider les effets de la technologie sur les existences à cette civilisation du loisir. Peut-être la technologie, telle qu'elle était pensée alors, était-elle une sorte de cheval de Troie, dans les flancs duquel, plutôt qu'un loisir généralisé, quelque chose de l'ordre d'une nouvelle contrainte, d'un nouveau rapport au travail était embarqué, et peut-être que ce cheval de Troie a-t-il petit à petit déversé ces nouveaux types de contraintes typiques d'une civilisation technicienne. L'étonnement vient alors du fait que, plutôt que d'avoir accouché uniquement d'une civilisation du loisir, les technologies et la société postmoderne a aussi engendré un régime de stress, un régime d'accélération, un régime de nouveaux types de cadence, d'urgence d'être informé, qui peut, dans certains cas malheureux, engendrer quelque chose comme des pathologies du travail. C'est donc une réflexion sur l'épuisement lié à une civilisation qui épuise aussi la biodiversité, qui épuise aussi ses ressources, on ne le sait que trop bien, qui épuise une planète sur laquelle les ressources les plus importantes, je veux dire les ressources humaines, peuvent aussi faire signe que c'est trop. Vous savez que Paul Valéry, en 1919, dépeignait l'Europe comme le lieu des maxima. Partout où l'esprit européen domine, disait-il, on voit arriver le maximum d'ambition, le maximum de création, le maximum de rendement, le maximum de désir, et l'ensemble de ces maxima est l'Europe. C'est exact, mais cette maximalisation qui est le chiffre de l'Europe a peut-être créé également quelque chose comme un trop. C'est ce trop que j'ai cherché à interroger dans l'ouvrage Global Burnout de manière extrêmement théorique et en ne pensant pas trop que l'ouvrage pourrait atterrir dans certaines mains. Par exemple, les mains d'une médecin anesthésiste à l'hôpital Saint-Louis à Paris qui m'a téléphoné un jour en me disant « Monsieur, je vous ai lu en sortant d'une garde qui était difficile, qui était pénible, j'aimerais que vous veniez parler devant mes collègues à l'hôpital Saint-Louis. » Et c'est une aventure qu'on a vécue ensemble en se rendant à deux à cette conférence qui était à la fois une conférence de philosophie, c'était peut-être le prétexte, et surtout une conférence sur l'humain au travail. Donc, 1, 2 à 2, 1, 2 à 2, 1, 2 à 2. Voilà, c'était une très longue conférence à laquelle ils avaient confié Pascal, puisqu'elle a duré plusieurs années, et que la conférence dure toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on travaillait avec Pascal et moi dans le bureau de Pascal, on lisait des livres, ou en tout cas il me résumait des livres, etc. Et un jour, il est appelé à cette conférence. Je l'accompagne à la conférence et je remarque qu'il se passe quelque chose. Je remarque qu'il y a un lieu qui a l'air d'être en souffrance. Je sens quelque chose, je sens vraiment une vibration. Il y a les médecins qui sont là. Enfin, déjà Marie-Christine Beck, l'anesthésiste, qui avait appelé Pascal, nous avait dit mais je ne suis pas sûr qu'il y aura du monde, c'est dans l'unité chirurgicale, dans le service anesthésie et réanimation, peut-être que tout le monde sera occupé, je ne sais pas s'il y aura du genre, je ne sais pas si ça n'a pas été facile d'organiser avec les hiérarchies, c'était pas facile d'organiser cette conférence, je ne suis pas sûr qu'il y aura du monde. Or la salle était pleine à craquer. Pendant la conférence, on sent qu'il y a une certaine tension, on sent il y avait de la chaleur, il faisait très chaud ce jour-là, et on sent une tension palpable, on sent des gens fatigués, on sent des gens à cran, on sent des gens qui sont aux prises avec quelque chose. Et moi, en plus, j'ai Marie-Christine devant moi, et je me dis, cette personne, en fait, appelle. Elle a appelé Pascal, elle considère qu'il y a un problème, et en plus, je la vois
comme une toxic handler. Qu'est-ce que la toxic handler? Les toxic handlers, dans le jargon du burn-out, c'est des gens qui, quand il y a un problème, quand il y a une surchauffe dans le système, prennent la toxine et la montrent au système. La montrent à ses collègues, la montrent à son patron, à son boss, à son manager, et dit il y a un problème, il faut le résoudre, on ne peut pas rester dans cet état-là. C'est des personnages magnifiques qui surgissent comme ça, un petit peu au hasard, même des fois ils se surprennent eux-mêmes, c'est des gens qui ne savaient pas qu'ils avaient cette capacité à réagir, c'est des gens qui prennent des risques aussi, et c'est des gens qui sont éminemment cinématographiques, évidemment. C'est un peu comme des lanceurs d'alerte, c'est des héros en fait quelque part. Donc je repère tout ça, et vous allez vous dire, bah, tiens Jérôme il est quand même vachement malin, comment est-ce qu'il sait ce que c'est un toxic handler? Mais c'est parce qu'en fait quand on est convoqué, quand Pascal est invité à cette conférence, ça fait 1 an que je travaille déjà avec Pascal sur la problématique du burn-out. Quand je prépare un film, je ne sais pas ce que je vais faire. Simplement, je me laisse dériver comme ça. Ici, évidemment, j'avais un parfait navigateur, hein, et ça faisait déjà quelques années qu'il réfléchissait à la problématique. Vous avez entendu la manière dont il s'exprime, donc c'est un vrai plaisir de travailler avec Pascal parce que voilà, je lui raconte les choses avec mon vocabulaire, avec mes intuitions, et lui me les sort en théorie, et j'ai des images magnifiques de Sénèque à la grotte de Platon, en passant par Aristote, etc. Donc c'est magnifique, et Pascal m'a fait lire beaucoup de livres, il m'a fait rencontrer des gens qui en fait souvent ont écrit des livres. Par exemple, j'ai rencontré le professeur Mesters qui est en fait un psychiatre bruxellois qui a créé l'Institut européen du burn-out et qui est quelqu'un qui travaille à la fois comme psychiatre, il rencontre des gens, donc il m'a un peu expliqué les ressorts de la maladie, etc. Mais surtout, c'est quelqu'un qui rentre dans des sociétés et qui essaye de les déburn-outer. Donc c'est une sorte de Ghostbuster du burn-out. Et là, je me suis dit, wow, c'est vraiment intéressant. Je rêverais de suivre cette personne avec une caméra et de voir comment il s'y prend, déjà pour rentrer dans un système en feu, et puis en plus pour essayer d'éradiquer le mal qui est occupé à ronger les gens du système. Bon, il m'a laissé l'approcher, il m'a écouté. Moi, d'abord, je lui ai dit, voilà, je viens du livre de Pascal Chabot, il connaissait bien évidemment le livre de Pascal, qui d'ailleurs citait le professeur Mesters dans son livre, etc. Je lui ai montré un de mes films en lui montrant que je prenais énormément de temps pour faire mes films, que je prenais beaucoup de précautions, parce que je sais que je vais transformer, etc., etc. Et puis il m'a très vite dit, mais je ne veux pas être filmé, c'est très très délicat. Vous ne vous imaginez pas le temps que je mets pour rentrer dans une société, parce que des fois on m'appelle pour une conférence, et puis on me laisse aller, et puis on me rappelle discrètement, etc. C'est pas facile. Le burn-out, et encore je vous parle, on était en 2014 à ce moment-là, le burn-out n'est pas une maladie facile à appréhender, parce qu'en général il y a un peu de honte, il y a de la culpabilité, il y a beaucoup de choses qui se mettent de la faiblesse aussi, un aveu de faiblesse. C'est pas facile de parler du burn-out. Et il m'a dit, si je suis avec une caméra derrière moi, je n'y arriverai jamais, je n'arriverai jamais à travailler. Je crois, mon pauvre ami, que vous vous foutez le doigt dans l'œil, vous n'arriverez jamais à filmer ça de l'intérieur. Et pourtant, j'ai fait une autre rencontre. Esmeralda. Esmeralda est une dame qui a fait un burn-out. Et je l'ai rencontrée via. Cette personne m'a permis de l'accompagner dans sa transition, j'ai envie de dire, dans la manière dont elle a essayé de sortir de ce burn-out pendant 6 mois. Pendant 6 mois, je la voyais une fois toutes les 2 semaines. Pendant 2, 3 ou 4 heures. Et on discutait. Elle était en incapacité de travail, elle était chez elle. Elle me recevait et on revoyait, elle m'a expliqué comment elle est tombée en burn-out. Elle travaillait dans une grande firme pharmaceutique. Elle avait une place depuis des années qu'elle adorait, elle adorait son métier. Et puis il y a une accélération, changement de poste, changement de changements managériaux, changement de gens qui s'occupent etc. est tout à fait perdue. Et puis tout d'un coup, elle se sent mise à l'écart. Et un jour, elle craque. Elle peut plus conduire sa voiture. Elle se demande ce qui lui arrive et elle est en burn-out. Elle m'a raconté, elle a mis des semaines pour me raconter ça. Et puis, ce faisant, je la voyais aussi se transformer. Je voyais éclore une autre personne. Comme quoi, je me suis dit, le temps est principal dans ce film. C'est extrêmement important de rester longtemps au même endroit et observer, écouter ce qui se passe. J'avais le professeur Mesters qui, lui, m'expliquait un peu comment ça fonctionnait de manière systémique. J'ai Esmeralda qui me fait comprendre ce que c'est que le temps. Et puis j'ai rencontré aussi une personne, en fait c'est un syndicaliste chez Accenture, qui m'a fait rentrer chez Accenture. Je ne sais pas s'il y a des gens de chez Accenture ici, il ne faut pas le dire à tout le monde. Je suis rentré pendant quelques mois à Accenture France, à Paris.
Accenture est une société de, si je ne me trompe, 900 et quelques mille personnes. C'est une immense société. Ce sont des gens qui aident les sociétés à se structurer. Ce sont des gens qui aident les sociétés à englober d'autres sociétés, de refaire une unité. C'est des gens qui permettent de travailler de manière plus adéquate avec des nationalités étrangères, etc. C'est des gens aussi qui sont des cost killers et qui arrivent à trouver des moyens d'être plus rentables, etc. Et évidemment, Accenture, rentrant par la porte d'un syndicaliste, je vois qu'ils sont aussi des providers de burn-out. Très intéressant. Je me dis, si je pouvais rentrer là-dedans et voir qu'en fait, ces gens sont touchés eux-mêmes par un mal qu'ils essayent de combattre, ce serait vraiment très intéressant. Et sur quoi je suis tombé? D'abord, en refus, évidemment. Oui, est-ce que je peux venir filmer le burn-out, hein, le bouquin de Pascal Chabot? Je suis honnête, hein, en plus je ne vais pas arriver, même si je rentre par des portes dérobées, je suis quelqu'un de très honnête et je dis ce que je viens faire. Donc c'était très compliqué, mais ils m'ont donné un livre. Et dans ce livre, ils parlaient déjà, donc c'était les boss d'Accenture, ils parlaient déjà de comment ils étaient en train d'envisager le futur. Donc, très important aussi, le temps d'Esmeralda, c'est aussi la transformation d'un système. C'est-à-dire que ce que je filme aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai un an plus tard. Ou en tout cas, ce que je vais filmer va bouger. Si je reste un certain temps à observer un phénomène de burn-out, il se peut que les choses bougent et il se peut que je doive tenir compte de ça dans mon scénario. Donc, je me suis constitué un background, je suis prêt à rentrer dans cet hôpital. Il se fait que Pascal est invité à faire cette conférence, et à cette conférence, très rapidement, j'identifie certaines choses. Je remarque que l'endroit est en souffrance, je me dis je vais faire un huis clos, je vais filmer en huis clos dans cet endroit. Reste à créer une relation de confiance. Alors ça, c'est pas évident, comme je vous ai dit, quand on rentre dans une société en disant je veux faire un film sur le burn-out, en général, les gens ont tendance à dire qu'il n'y a pas de burn-out, ou ils me prennent pour un fou. Ce qui est bien, j'avais une vraie carte. Je suis belge. Nous sommes belges. Et les Français, en général, nous prennent pour des gens un peu bizarres. Ce qui fait que quand je suis arrivé en disant je voudrais faire un film sur un livre que j'ai lu, Global Burnout, etc., j'ai vraiment vu que des gens qui sont quand même pas n'importe qui, des chefs de service à l'hôpital Saint-Louis, me regardaient vraiment l'air de dire mais qu'est-ce qui vient? Il est fou ce mec, il vient nous filmer le burn-out ici, mais il ne doit pas être juste de nous dire ça de manière tout de go. Or, quelque part, en prenant mon temps, en écoutant ce que les gens avaient à dire dessus, je pense qu'il se passait quelque chose. Il y avait une prise de conscience que le burn-out n'est pas nécessairement la maladie de quelqu'un qui tombe par terre, mais c'est que c'est aussi un système qui est en surchauffe. Et quelque part, le fait d'aller voir les gens les uns après les autres, parce que j'ai pris beaucoup de temps, il y a 250 usagers au bloc opératoire, je les ai tous rencontrés, de manière un peu aléatoire. Enfin, au début, j'ai bien évidemment été voir les chefs de service. C'est une forme de politesse dans les hôpitaux, c'est d'aller voir le boss et puis de redescendre. Et ben, j'ai fait comme ça. Et puis, j'ai rencontré des gens dans mes pérégrinations, dans les couloirs, etc. J'ai bien évidemment rencontré la direction qui a mis beaucoup de temps, et on peut les comprendre, à ouvrir les portes, à dire « vous avez l'autorisation de tournage ». Très rapidement, quand on les avait rencontrés, Pascal et moi, ils m'ont donné la permission de regarder, d'observer. Parce que comme au professeur Mester, je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas si je vais filmer chez vous. Ce que je sais, c'est que ça m'intéresse. J'ai envie de voir comment le burn-out s'insinue dans un endroit. Et bon, c'est inutile de nier le fait qu'il y a très peu d'entreprises où il n'y a pas de burn-out. À partir du moment où on considère que le burn-out est présent, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui le provoque. Donc, très rapidement, j'ai pu faire ces repérages. Ça a été une autre paire de manches pour avoir les autorisations de tournage. Et incroyablement, la directrice de l'hôpital m'a donné l'autorisation. Elle m'a donné un blanc-seing. Et je pense que ce n'est pas une inconscience de sa part, c'est une prise de conscience. Je pense que le fait que j'étais là pendant 1 an, donc j'ai pris beaucoup de temps, elle s'est dit, tiens, ce type a l'air de savoir ce qu'il veut. Elle a pris le temps de me rencontrer. Le fait de parler de cette problématique a quelque part ouvert la parole. Et elle ne l'a pas ouverte de manière explosive. Ça n'a pas explosé, simplement, petit à petit, les gens, les uns après les autres, remarquaient qu'en fait, je restais là, que j'écoutais, et que je n'écoutais pas les cas spectaculaires. Je n'ai pas été chercher à voir des cas spectaculaires, simplement j'écoutais ce qui se passait. Donc, après 1 an d'observation et de demande d'autorisation, tout d'un coup, les portes sont ouvertes et je peux commencer à filmer. Je vais vous montrer quelques dias qui, en fait,
montre un petit peu la manière dont je procède en faisant un film. La première dia, c'est Pascal avec Pascal Martel. Pascal Martel, une jeune femme en blond, qui est en fait une interne qui a écrit un bouquin qui s'appelle Burnout. Et ce bouquin parle du burn-out qu'elle a fait juste avant d'arriver d'avoir son titre de médecin. Les gens des films, les gens des livres, on les a rencontrés, pas tous, mais voilà, voici Matthew Crawford, un Américain qui a écrit L'éloge du carburateur, que je vous conseille vivement de lire. Cette personne a aussi fait un burn-out et quelque part a après acheté un magasin de motos où en fait il répare des motos. Et il nous explique de manière vraiment très originale et très intéressante en quoi le fait d'avoir un métier pratique peut aider à se prémunir du burn-out. J'en parle pas très bien, Pascal, de ces auteurs. Ici, on a la conférence à Saint-Louis. Vous avez 2 chefs de service qui sont là et vous avez toute la salle qui est derrière avec une 60aine de personnes. Très intéressante conférence comme je vous ai expliqué. Et puis, j'ai raté la photo précédente. Intéressant, Marie-Christine Beck qui se trouve en fait dans la même position que moi. Elle est entre Pascal et le public. Et c'est là que je me suis dit, tiens, cette personne est en train de chercher de l'aide ou en tout cas de chercher des gens pour l'aider à travailler cette problématique du burn-out. Au bout d'un moment, à l'hôpital, j'ai eu mon bureau. Donc ça, c'est merveilleux. Parce que pour travailler, j'ai besoin d'un bureau. Je me suis mis en tenue de bloc opératoire et je me suis rendu au bloc. Où, après un certain temps, j'ai commencé, c'est vraiment important, j'ai commencé à faire partie du collectif. J'ai commencé à aller de manière extrêmement régulière au bloc opératoire, rencontrer les gens, me promener avec eux. Au début, j'utilise simplement un petit carnet, je prends des notes. Après un certain moment, je prends un dictaphone, j'enregistre des petites notes comme ça, et je demande si je peux enregistrer pendant une opération, par exemple, des détails du jargon scientifique, parce que je dois écrire un dossier pour mes producteurs, et donc j'ai besoin de certaines paroles. Ce faisant, ils se laissent enregistrer, donc au bout d'un moment, ça devient naturel de parler avec un enregistreur, et puis, au bout d'un moment, je sors mon appareil photo, je fais quelques photos, et puis de l'appareil photo, je passerai à la caméra. Tout ça se passe de manière très lente, de manière à ce que le réel se reproduise devant la caméra. C'est fort important que les choses qui se sont passées en repérage puissent se repasser de manière relativement naturelle devant mon objectif. Vous avez ici une cadre, en fait, qui est en train de me dire « Mais Jérôme, mais pourquoi est-ce que tu me suis tout le temps ?» Mais effectivement, ce que je fais, c'est que je reste avec ces gens pendant un certain temps et je lui dis « Mais voilà, ça m'intéresse, j'ai besoin de savoir où je peux passer avec ma caméra, où je ne peux pas passer, ce que je peux dire, ce que je peux faire, etc. » Ce qui fait qu'elle se laisse filmer de manière tout à fait naturelle, au bout d'un moment, photographiée en tout cas, vous voyez, avec sa pile de dossiers. Un petit détail, pour moi c'est intéressant aussi, de me retrouver dans des endroits comme celui-là, qui est un endroit stratégique. La cellule de régulation, c'est un endroit où en fait on analyse le programme de la semaine passée et on envisage le programme de la semaine à venir. Souvent, il y a des commentaires sur les débordements, parce qu'évidemment c'est très difficile de programmer précisément les opérations et donc il y a souvent des embouteillages et c'est à cet endroit-là que se cristallisent beaucoup de choses. C'est en tout cas un endroit que j'ai identifié rapidement. Vous voyez mon petit carnet qui est ici. Le petit carnet, regardez que en fait ma position était à côté de la dame en polo rayé. Et petit à petit, pour prendre mes photos, je me suis rendu compte que c'était mieux d'être face à l'écran. Face en fait à l'écran, enfin dos à l'écran, face au projecteur. Et de là, je peux absolument tout capter. Mais ça prend des mois en fait de trouver le bon angle et de trouver l'endroit où je ne vais pas déranger ces gens. Et au contraire, l'endroit où j'aurai ma place dans le collectif. Je deviens aussi le photographe de plateau, hein, c'est-à-dire que je fais les photos des internes ici. Quand j'étais Ou à l'amour d'un palmeret, je faisais les mariages, en fait, je faisais les films de mariage. Ben voilà, j'essaye aussi que le film, enfin, de pouvoir aider, de pouvoir rendre service en dehors de mon travail. Et puis voilà, là, je suis prêt à partir au bloc opératoire. Et c'est parti. Voici le professeur Mimoun, qui est un esthéticien et aussi un chirurgien réparateur qui est à l'hôpital des Grands Brûlés, enfin qui est à la tête de l'hôpital des Grands Brûlés à Saint-Louis, qui est dans la continuité du bloc opératoire. Personnage très intéressant, mais très rapidement, je me suis rendu compte qu'en tant qu'esthéticien, peut-être que mon film ne lui correspondrait pas, parce qu'en fait, mon film est plutôt viscéral.
Donc je me suis dirigé vers le professeur Sarfati, qui est quelqu'un, le chef de service de la chirurgie digestive, et qui était quelqu'un qui accepterait sans doute mieux le style du film, et donc le style un peu cash. J'apprends aussi à me mettre à certains endroits qui sont pas faciles. Donc là, je suis en train de filmer, enfin de photographier de cette manière-là. Je vois ce que je peux faire, ne pas déranger les gens, évidemment, dans ce cas-là. Je vois aussi ce qui est regardable et pas regardable dans mon film. Je montre les photos à mes enfants, à ma femme, à mes amis, et qui me disent, ils me commentent si c'est regardable ou pas. Et puis voilà, au fur et à mesure, je fais des photos aussi qui vont servir à la presse et qui vont servir à faire un dossier de presse. Voilà, donc 2-3 photos encore. Et voilà. Je suis prêt à tourner. Ça fait 1 an que je suis dans l'hôpital Saint-Louis. Mais évidemment, très important, c'est de retourner régulièrement voir le professeur Mesters, qui m'aide à analyser systémiquement ce qui est en train de se passer, et bien évidemment Pascal, mon collaborateur, qui lui peut m'expliquer ce que je suis en train de voir, ou en tout cas prendre du recul quand je rapporte ce matériel. Je lui cède la parole. Oui, c'était épatant de rendre parfois visite à Jérôme dans cet hôpital et de voir qu'il serrait absolument toutes les mains, qu'il connaissait tout le monde par son prénom et qu'il demandait les nouvelles, parfois des enfants de l'un, parfois des hobbies de l'autre. Il y a vraiment un travail d'approche qui est assez nécessaire et très humain, surtout. La question que je peux aborder maintenant pour compléter l'enquête que nous faisons devant vous sur cette pathologie et puis sur ce que nous avons voulu faire en la montrant, c'est de me tourner peut-être vers l'histoire de la notion, parce que on parle de burn-out, on en parle très souvent, et il est intéressant de se poser un petit peu pour se demander ce que l'on veut dire par là. Le docteur Firquet, qui est dans la salle et qui est le fondateur de la clinique du stress à Liège et en Belgique, un des grands références sur cette question, me disait tout à l'heure que les situations évoluaient et le terme pouvait par moments sembler inadéquat pour toute une série de raisons. En tout cas, il faut continuer à réfléchir aux évolutions de ce terme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les mots gardent en eux la trace des circonstances historiques dans lesquelles ils ont été formés. Et pour faire un relativement bref topo sur l'histoire du nom de burn-out, qui me semble ici éclairant, on peut retenir trois grands moments. Un premier grand moment qui est américain. Dans les années 1970, l'on doit à un médecin autrichien, le docteur Freudenberger, qui est né à Vienne et qui a quitté l'Europe dans les années 30 pour des raisons qu'on peut deviner, la paternité du mot. Il a étudié aux États-Unis, après y avoir émigré, il a étudié la médecine, il a étudié la psychiatrie, il a suivi une assez longue psychanalyse, et en plus d'une consultation ordinaire en psychiatrie, de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir, il se dédiait bénévolement, gratuitement, au suivi et à l'aide de toxicomanes. Et chaque soir, de 9 heures du soir jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin, il était dans cette free clinic qu'il avait fondée avec quelques collègues, des infirmiers, des infirmières. Cela a duré des années et des années. C'était le New York des années 70. Vous imaginez le rapport qu'on voit à travers la littérature et le cinéma qu'il peut y avoir entre toxicité et détresse. On lui disait, parce qu'il était quand même fatigué, de plus en plus fatigué par ce rythme-là, on lui disait « tu en fais trop ». Il répondait invariablement « la souffrance à soulager est telle que je n'en ferai jamais trop. Je dois continuer, je me dois à ces personnes ». On lui disait « mais regarde, tu maigris, tu es de plus en plus maigre ». Il disait « Frank Sinatra est plus mince que moi encore, j'ai de la marge, je continue, je continue, je continue ». Et c'est quelqu'un qui a continué jusqu'à ce que son corps, qui en savait
peut-être plus long que son psychisme, puisque si on bride facilement nos psychismes, nos corps, eux, héritiers d'une très longue sagesse intuitive et biologique, ne sont pas facilement trompables ni manipulables. Son corps a dit stop à un moment et le dos a lâché, il est resté alité, cloué, bloqué. La veille d'un voyage avec sa femme et ses enfants, ça ne s'invente évidemment pas. Et il est resté alité ainsi, raconte-t-il dans un livre sur la question, en se demandant ce qu'il avait. En tant que médecin, en tant que psychiatre, il pouvait se servir de certains concepts, par exemple celui de dépression. Or, il ne se sentait absolument pas déprimé, il ne sentait pas quelque chose comme un sentiment de tristesse ou de très grande perte, il sentait que quelque chose s'était abîmé en lui à force d'en faire trop, à force de n'avoir pas écouté une sorte de sagesse des équilibres et de sagesse des limites. Et c'est en écoutant les toxicomanes eux-mêmes qui disaient « je suis cramé », un burn-out en anglais, qu'il a été chercher le mot et qu'il a nommé ce dont il souffrait. Voilà une première genèse du terme qui met cette pathologie sous le signe de la fatigue et de la fatigue corporelle. À côté de ça, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que bien sûr, vous le dites tous, travailler n'a jamais été une sinécure, travailler a toujours été quelque chose de l'ordre du dépassement de soi. Peut-être que la vérité du travail est que travailler, c'est se dépasser avec plaisir, c'est se fatiguer avec plaisir, parce que on le voit, il n'y a ici qu'un discours sur les grandeurs et les risques du travail. Travailler donc a toujours été, bien entendu, quelque chose de difficile, et c'est en me tournant vers l'histoire du travail que je suis tombé sur un concept intéressant que la théologie chrétienne a utilisé du IVe siècle jusqu'au XVe siècle, et qui est le concept d'acédie, akidia. Akidia, acédie en latin, enfin en latin très francisé, qui désignait pour l'Église catholique l'état de certains moines les plus dévoués à la prière, les plus ardents dans les œuvres de foi, ceux qui ne refusaient jamais ni un jeûne supplémentaire, ni un office très tardif dans la journée, et qui un moment, devant tout le monastère, alors qu'ils étaient les plus pieux, étaient incapables d'encore prier. L'Église, qui est, comme toutes les structures théologiques, une institution qui a en vue les conditions matérielles de l'existence, toujours il y a un souci d'hygiène dans toute institution religieuse, un souci aussi de contrôle et de réflexion sur les comportements, a pris cela très au sérieux, car enfin c'était un signal terrible pour les moines ou pour les moniales que certains des plus importants dans la communauté soient incapables d'encore prier. Certains n'hésitaient pas à dire que si ils étaient dans cet état-là, c'est peut-être que le destinataire de toutes les prières était sinon distrait, du moins peu regardant par rapport à ses dévotions. Et vous voyez jusqu'où ça a pu mener. L'Église a alors dit, attention, ce sont des personnes tout à fait à part et il faut les traiter avec beaucoup d'égards. Ce que l'on voit, c'est un lien entre acédie, l'ancêtre du burn-out, et quelque chose comme la perte de foi. Nous ne sommes plus dans des systèmes théocentrés et nous ne parlons plus de perte de foi par rapport au travail, mais nous parlons de perte de sens. De perte de sens, et on l'entend par rapport à toute une série d'individus qui disent « j'ai tout donné pour cette structure, j'ai tout donné pour cette entreprise, j'ai tout donné pour cette institution, je l'ai profondément aimé, j'ai donné le meilleur de moi et voilà ».
et voilà ce qui m'arrive. Et je ne parviens plus à adhérer, que ce soit aux valeurs du système, que ce soit aux valeurs du technocapitalisme, que ce soit à certaines pratiques liées au management. Il y a un lien très important entre burn-out et SED. D'une certaine manière, on voit donc, et cela résonne avec les réflexions qu'on se faisait avec Pierre Firquet, on voit bien qu'il y a dans ce terme de burn-out une sorte d'étiquette fluente, mais qui est la porte d'entrée vers une question qui interroge le sens du travail dans notre existence. Et troisième moment historique qui lui aussi construit la notion après une identification de burn-out et fatigue, identification de burn-out et perte de sens. Un troisième moment historique qui est lié à la Belgique, puisque c'est à vrai dire un médecin belge qui, le premier, a utilisé le terme. Ce médecin a été rencontré par l'écrivain catholique anglais Graham Greene, qui était au Congo, encore belge à l'époque, et qui, comme tous les romancier professionnel, cherchait avidement un nouveau personnage pour écrire un nouveau best-seller et s'est arrêté dans une léproserie que des missionnaires et le docteur Le Chat tenaient là-bas. Et il a entendu le docteur Le Chat, qui va devenir un très très grand léprologue mondialement réputé, il a entendu le docteur Le Chat dire d'un lépreux « Oh, celui-là, il est burn-out ». Et Graham Greene, anglais, anglophone, lui demande « Tiens, mais que voulez-vous dire par là ?» Et le chat dit « Simplement, il a été inflammé. Consumatum est, il y a eu une inflammation, cette inflammation est passée, il peut recouvrer une vie plus ou moins normale. Il peut recouvrer une vie plus ou moins normale après quelque chose de l'ordre d'une épreuve. » Et Graham Greene, toujours à l'affût, les romanciers sont des grands voleurs, toujours à l'affût, se dit c'est génial. Je vais utiliser cette histoire-là en la transformant pour en faire quelque chose comme un cas psychique. Et il écrit alors l'histoire d'un architecte qui aurait tout eu, qui aurait été gâté par la vie, qui aurait été chéri des siens, et qui aurait aimé son métier, et qui passe une sorte de grand passage à vide, et qui petit à petit réapprend à vivre et qui petit à petit se reconstruit. Ce roman, en anglais, il peut toujours être lu. En anglais, il s'appelle A Burnout Case. C'est la première utilisation du terme, et j'ai retrouvé tous les carnets de voyage de Graham Greene où jour après jour on voit comment se façonne sa pensée. Pour un chercheur, c'est toujours des moments assez heureux d'être là en assistant rétrospectivement à l'origine. Et puis l'ouvrage a été traduit en français sous le titre La saison des pluies. Alors on pourrait se dire que l'éditeur a été paresseux de traduire l'intraduisible burn-out par la saison des pluies, mais si on va y chercher un peu plus loin, on peut comprendre que la saison des pluies est le moment où le très très grand soleil, finalement, le grand soleil s'atténue et quelque chose comme une vie redevient possible. Alors il y a énormément de choses à dire sur cette pathologie, après avoir vu son lien avec la fatigue, son lien avec la perte de sens et son lien avec le dépassement, avec le retour à une vie possible. Ce que l'on peut dire, c'est que la question de la réalisation de soi est importante. Évidemment, on a des individus qui sont souvent adaptés, terriblement adaptés, trop adaptés, alors que l'existence ne se satisfait pas de simplement s'adapter. On s'adapte pour se réaliser, on s'adapte pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre du bonheur. On peut aussi voir les contraintes entre le progrès technique d'un côté et le progrès humain de l'autre, et c'est bien de cela qu'il est question à l'hôpital. C'est pourquoi l'hôpital nous a tout de suite intéressés. On voit cette sorte de rencontre entre la fine fleur et la fine pointe de la technologie et une gestion économique extrêmement serrée, extrêmement difficile, bien évidemment, pour des institutions si importantes, et à côté, la fragilité du corps, et à côté, la personne qui vient en disant
ma maladie, je n'en ai que quelques-unes, je n'en aurai que quelques-unes, soignez-la correctement. C'est quelque chose qui est précieux pour moi, votre geste. Donc, d'un côté, la structure technocapitaliste, de l'autre côté, le corps, et les médecins qui essayent de faire se rencontrer l'un et l'autre. Et puis, un troisième thème important dans cette question, c'est évidemment la reconnaissance. Être reconnu, désirer être reconnu, c'est un des mantras de l'époque. Et tous, nous avons entendu des individus qui disaient « je ne me sens pas assez reconnu dans mon travail ». Ce qui est certain, c'est qu'un grand signe de reconnaissance, c'est de voir quelqu'un qui s'amène avec d'abord un carnet, ensuite un appareil photo, enfin une caméra pour filmer. Et là, on voit bien que la caméra, l'introduction d'une caméra dans un collectif de travail, en plus que d'être un vrai signe de reconnaissance, a des effets. Elle modifie et Jérôme est quelqu'un qui thématise, réfléchit sur ces modifications de la situation qu'il est en train de filmer, car filmer est évidemment tout sauf un acte neutre. Ce qui va vous expliquer. Alors, comment modifier sans créer des catastrophes? Parce que là, je me rends quand même bien compte, quand je rentre à Saint-Louis, que c'est un endroit très sensible. Il y a des gens qui sont traumatisés, et puis il y a des gens qui travaillent sur ces gens traumatisés, qui sont eux-mêmes aussi dans l'aura d'un trauma, qui ressentent le traumatisme vicariant, et donc un traumatisme de rebond. Et je me dis, bon, il faut que je prenne beaucoup de précautions. Donc j'ai créé, en fait, si vous voulez, comme on fait toujours quand on commence un tournage, on crée une sorte de cadre, un dispositif. La première chose, c'est que je me suis dit, je vais rester dans le bloc opératoire. Ce sera la géographie du film. Pour le théo-électricité, j'étais resté dans un petit village isolé du Haut-Atlas central et j'attendais que l'électrification rejoigne ce petit village. Je ne descendais quasi jamais dans la vallée, ou en tout cas je montrais aux spectateurs que dans la vallée étaient les gens connectés, et que moi, je restais, mon point de vue était de rester avec ces gens pas encore connectés au réseau, ces gens qui ignoraient ce qu'il y avait de l'autre côté du monde global. Ici, je décide de rester exclusivement dans le bloc opératoire. C'est l'endroit où se passera tout le film. Je ne sors jamais du bloc opératoire, il y a même une sensation d'un petit peu d'enfermement dans le film, et il se fait qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent du bloc opératoire, surtout par exemple la directrice de l'hôpital qui rentre et qui sort. Ça crée une géographie et ça crée un sentiment que j'ai eu, c'est que en fait, une fois qu'on est dans un système qui est en souffrance, souvent on se sent un peu enfermé. On a l'impression que les portes sont hermétiquement closes. Et je trouvais ça important qu'on ressente ça, de nouveau, que de faire ressentir aux spectateurs ce qui se passe réellement. Et étonnamment, il y a beaucoup de gens, maintenant que le film est sorti quand même depuis 1 an et demi, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné qu'ils avaient vécu la même chose, alors qu'ils ne travaillaient pas nécessairement dans des hôpitaux ou dans un bloc opératoire qui est par définition un endroit assez clos et pour cause. Une autre chose que j'ai décidé, c'est de tourner sur 1 année. 1 année, pour moi, était le moment, j'espérais, le moment qu'il me faudrait, le temps qu'il me faudrait pour voir le système évoluer. Parce que l'idée n'était absolument pas de faire un film, un pamphlet dénonciateur, regardez, cet hôpital n'arrive pas à gérer le burn-out, le stress, etc. Non, l'idée était au contraire de montrer une prise de conscience. Et j'espérais assister à cette prise de conscience. Donc 1 année m'a semblé être une période faisable pour une prise de conscience. Il faut savoir que j'étais là 1 année avant et que lors de cette longue année passée en présence des gens du bloc opératoire, en présence des directeurs, managers, tous les gens qui s'occupent en fait de l'organisation du travail là-bas, je sentais que la prise de conscience était en train d'arriver inévitablement. Je focalisais mon attention et puis mon appareil photo et puis enfin ma caméra sur une problématique. Évidemment, les choses arrivent tout doucement. Troisième chose que je m'étais pas imposé, mais que j'avais décidé comme cadre de travail, c'était de travailler seul. En fait, je me suis dit, il faut savoir que je sais manipuler une caméra, parce que tous les réalisateurs ne le font pas, mais bon, moi j'ai été dans des circonstances où j'ai dû apprendre à utiliser une caméra. Je sais aussi prendre le son, donc voilà, je me suis arrangé. Il y a des petits défauts dans le film, évidemment, mais c'était important pour moi d'être seul. C'était important d'être seul pour garder le contact que j'avais établi avec les gens. Parce que je me rendais compte que j'étais rentré dans une sorte de vibration
une sorte de compréhension de ces gens, mais ils me comprenaient aussi. Et j'avais peur que d'amener un ingénieur du son ou un ingénieur du son et un caméraman fasse que tout d'un coup je suis trois. Nous sommes une équipe, nous sommes des gens qui venons de l'extérieur regarder ce qui se passe à l'intérieur. J'étais là depuis 1 an, je faisais partie du collectif et je pensais vraiment que c'était important de garder cet équilibre. Donc tout seul. Tout seul aussi, pour une raison qui est fort importante, c'est que je me suis rendu compte que j'allais modifier la situation et que quelque part, c'était une bonne idée de créer un personnage supplémentaire qui était mon personnage. Cette personne qui vient de l'extérieur, qui observe les choses et qui, petit à petit, prend une place dans le collectif en incarnant la personne justement qui pose la question, qui réfléchit ou qui fait réfléchir. Et je me suis dit, tiens, autant montrer au spectateur l'envers du décor, c'est-à-dire de lui montrer, bon, on ne me voit pas dans le film, mais on voit, ou peut-être ma main de temps en temps ou quoi, mais en tout cas les gens s'adressent à moi. Je suis une caméra stylo, je suis une caméra en jeu. Et vers la fin du film, je commence vraiment à me préoccuper de la problématique. C'est-à-dire que j'aide Marie-Christine à mettre en place un dispositif qu'elle a inventé pour faire changer les choses. Donc, j'ai décidé de tourner seul. Je me dis aussi que je pars donc, comme d'habitude, avec un canevas scénaristique. Le scénario était le suivant. Je suis dans un hôpital, je montre un hôpital, il y a un problème, vraisemblablement, un problème de surchauffe dans le système. Marie-Christine prend la toxine, la montre à ses collègues, donc j'espérais pouvoir revivre ce genre de choses devant, que ça se repasse devant la caméra. La direction se rend compte qu'il y a un problème et prend une initiative. Alors c'est quand même incroyable, mais pendant des mois, je disais à Pascal, ce qui serait merveilleux, c'est que le professeur Mesters rentre dans cet hôpital et essaye de déburnouter cet endroit. Parce que je voulais à la fois avoir un bon film, avec un bon scénario, mais j'avais vraiment envie, après tout ce temps passé avec ces gens, que la situation s'améliore. Je me suis tellement rapproché de Marie-Christine que c'est devenu une amie. On s'appelle encore maintenant, alors que j'ai arrêté de tourner il y a plusieurs années. C'est comme ça. Il y a un moment donné où on ne peut pas faire autrement que d'être en empathie avec les gens et d'avoir envie que la chose se solutionne. D'où aussi la création de mon personnage, c'est pour bien montrer cette influence que j'ai. Or, le professeur Mesters rentrer dans l'hôpital, c'était un petit peu compliqué, c'était un peu rêvé, parce qu'elle me disait quand même, Jérôme, on va pas scénariser à ce point un film documentaire, etc. J'ai dit non, mais ce serait l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui mette en exergue cette maladie, qui nous parle avec des termes techniques de cette maladie, et puis qui puisse influencer le système, et que le film se termine par quelque chose, le système va mieux, où il y a de l'espoir, etc. Ce que j'avais, entre guillemets, vendu à la direction de l'hôpital, c'est que j'attendrai le temps qu'il faut pour voir quelque chose s'améliorer, et que je terminerai le film sur une note positive. Et comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas le faire juste pour convaincre la directrice, ni juste pour avoir un bon film, mais vraiment aussi simplement par empathie vis-à-vis de ces gens. Et il se fait que le jour où la directrice nous convoque pour nous donner feu vert ou feu rouge par rapport au film, elle nous donne le feu vert. Bon, écoutez, on a réfléchi, on sait que c'est un risque, mais on vous laisse aller. Et on a une nouvelle à vous annoncer. Nous allons commanditer un audit sur la question de la qualité de vie au travail. On est sorti de là en disant, ça c'est dingue quand même. Incroyable, j'ai mon professeur Mesters qui rentre et qui va essayer de s'occuper de ces gens. Donc ça va être très très dynamique. Je suis prêt à partir, tourner le film. Je rentre le lundi matin avec ma caméra. Et je me suis dit, je tourne on était en janvier jusqu'en décembre. Pendant 1 mois, ça n'a pas arrêté. Toute la première partie de mon scénario montrait que l'hôpital a des problèmes. Tout ça, wow, comme ça me saute. Il y a des choses incroyables qui se passent devant la caméra, très très dur pour les gens, très dur pour moi aussi d'assister à ce genre de choses. La direction n'en peut plus, ils ne savent plus si je peux filmer, pas filmer, mais ils se disent, bon ben voilà, on verra bien, etc. Et puis Marie-Christine, à un moment donné, convoque, avec quelques collègues, mais elle est un peu le fer de lance des choses, elle convoque la direction et elle dit devant la directrice et devant la caméra, ça ne peut plus aller, il faut faire quelque chose, on doit changer. Et du coup, la directrice annonce à tout le monde, eh bien écoutez, voilà, on a décidé de faire un audit sur la qualité de vie au travail, il va commencer dans peu de temps et il va durer quelques mois, etc. Et voilà, moi, en fait, en 1 mois, j'avais des 2/3 de mon film qui étaient tournés. Ce qui était compliqué après, c'est de voir comment ça allait se passer, comment tout d'un coup les choses se transforment. Et là évidemment c'est très compliqué parce que souvent un audit, il y a peut-être des gens qui font des audits ici, un audit c'est quelque chose de très technique. Un audit répond à une demande.
Et la demande, elle évolue souvent. C'est-à-dire qu'on fait rentrer un cabinet auditeur, en plus il y a une caméra qui est là, donc c'est voilà, qualité de vie au travail. Et puis, de qualité de vie au travail, qu'est-ce que c'est la qualité de vie au travail? Ben, c'est quand les rouages fonctionnent bien, c'est quand nous sommes efficaces, c'est l'efficience, si on travaille sur l'efficience. Et on est reparti dans la même ornière. Donc en fait, ce à quoi j'ai assisté était assez compliqué parce qu'en fait, je voyais bien que cet audit, en fait, quelque part, avait du mal à se saisir de ce topic, cette science molle qui est la qualité de vie au travail. Or, c'était ça que j'étais en train de filmer. Et moi, personnellement, quand je suis à un endroit pour filmer quelque chose, je ne vais pas me laisser distraire par tout ce qui vole dans tous les sens. Je laisse ma caméra sur la qualité de vie au travail. Or, l'audit, petit à petit, est parti dans une direction, je ne jette la faute à personne, dans une autre direction, et quelque part, je pense qu'il a rendu des grands services à l'hôpital, mais peut-être que sur ce topic-là, ce n'était pas exactement ce que les gens attendaient. Pendant que je filme, en fait, très important, je sors, donc je travaillais à peu près 3 à 4 jours par semaine à l'hôpital, j'avais les mêmes horaires que les gens, j'étais totalement dans le collectif, etc., mais je rentrais après à Bruxelles pour me reposer, pour visionner ma matière, très important, quand on tourne pendant 1 an, il se passe énormément de choses. Moi, j'ai terminé le tournage après avec 130 heures de rush, quelque chose comme ça, et je dois en faire 1h30. Ce qui est important, c'est pas le nombre de rush qu'on a. Je connais des gens qui font 500 heures de rush, ça arrive. Aujourd'hui, on est en vidéo, hein, donc ça ne coûte plus rien. C'est pas comme à l'époque de la pellicule où on faisait pour un film long métrage 30, 40 heures de rush. Les fous faisaient 50, ben ouais, moi je fais 130 comme ça, juste. Mais ce qu'il faut faire, c'est s'y retrouver. Il faut avoir une mémoire, il faut savoir ce qu'on a filmé. Et il faut aussi voir, quand vous mémorisez cette matière quelque part, vous êtes capable de suivre tout le temps la même problématique. Si une phrase a été commencée en janvier, je peux la terminer quelques mois plus tard, quand il y a la réponse, etc. Donc c'est très important d'être conscient de ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'au bout d'un moment, les gens me posaient des questions sur ce qu'ils ont dit, sur ce qui s'est passé, sur ce qui a été filmé. C'est très important pour moi donc d'avoir du recul, c'est très important pour moi d'être proche des gens et inclus dans le collectif, mais aussi de pouvoir voir les choses avec un point de vue méta, ou avoir par exemple le point de vue du professeur Mesters qui est devenu une sorte de superviseur de mon travail, c'est-à-dire que j'allais chez lui et je lui racontais, je lui montrais pas les images, mais je lui racontais ce qui se passait. Et lui me disait, bah, écoute, il avait un tableau comme ça, il me prend un marqueur, explique-moi. Où est Marie-Christine? Où est le professeur Sarfati? Bah, il est là, il se dispute tout le temps avec Marie-Christine. Où est Sabrina? Parce que moi, Sabrina, c'était un autre de mes personnages très importants. C'est une aide-soignante. Pour faire une sorte d'équilibre, on a l'anesthésiste, le chirurgien, qui se bouffe le nez, il paraît que c'est tout à fait classique. Et puis on a aussi, c'est des médecins, et on a aussi l'aide-soignante, qui est peut-être, pour certains, tout en bas de l'échelle, mais qui est quelqu'un d'extrêmement important, qui fait partie de l'équipe et du collectif, et qui, justement, a quelque chose à dire par rapport à la reconnaissance de son travail. Et qui est donc un personnage fort important. Je dessine Sabrina. Après, il me disait, ah tiens, où est la directrice? Ah ben la directrice, elle n'est pas là. Il me dit, elle n'est pas là, mais elle est là. Elle n'est peut-être pas dans ton champ de vision, mais elle a quelque chose à dire. Il se passe quelque chose. Où est le cadre, ceci? Où sont les surveillantes? Où, etc., etc. Et au fur et à mesure, je voyais les choses de manière systémique, extrêmement intéressant. La systémie, en fait, s'intéresse non pas aux individus, mais aux relations entre les individus. Et essayer de créer une cartographie du système et de voir quelles sont les influences. Moi, ça me permettait de, quelque part, comprendre ce qui se passait devant moi, donc quelque part de savoir où mettre ma caméra, ce qui était en train de se passer. Ça me permettait de voir ce que j'étais en train de faire moi aussi, parce qu'évidemment, le professeur Mesters me disait toujours « Où es-tu ?» et me posait la question de temps en temps en riant, en me disant « Tu es le pompier ou le pyromane dans cette histoire de feu ?» Parce qu'évidemment, il savait très bien, comme moi, que j'étais en train d'influencer ce qui était en train de se passer. Est-ce que je fais mousser les choses? Je ne crois pas que je fais mousser les choses avec ma caméra. Mais il m'a fait une métaphore, il m'a dit, quand il y a un incendie à un endroit, en général, ce qui est très dangereux, c'est quand quelqu'un rentre, même un pompier, et qui, en rentrant, fait un appel d'air. Le feu a tendance à s'emballer. C'est possible qu'à certains égards, j'ai pu bouleverser de cette manière-là. Peut-être que les choses ont surgi devant la caméra parce que j'étais là, une personne étrangère, en observant cette problématique et que des choses se sont déclenchées.
Mais je vous ai bien dit, et je l'ai bien dit à la directrice, et tout le monde le savait quelque part, je resterai le temps, d'abord avec les précautions pour ne pas faire de bêtises, et le temps que les choses puissent bouger. Et je pense que, comme le disait Pascal tout à l'heure, le burn-out est aussi la maladie de la transformation. Des gens, comme Freudenberger, heureusement, il a réussi à terminer sa carrière suite à son burn-out, mais comme le disait le chat, une fois qu'on a eu ce burn-out, on passe à autre chose. Et donc l'idée était pour moi de capturer cette bascule, de voir à quel moment les choses pouvaient basculer. Une fois que j'ai tourné tout ça, parce que j'ai eu une fin, la fin c'était un petit dispositif que Marie-Christine a inventé, c'était une simple petite boîte à idées, une boîte à suggestions, et essayer que les gens se retrouvent et viennent dire ce qu'ils voulaient, ce qui n'allait pas et ce qu'ils voulaient pour l'avenir. Eh bien cette boîte, qui est à la hauteur d'un hôpital, on peut le dire, un hôpital comme l'hôpital Saint-Louis, un peu pathétique, une boîte à chaussures quand même, alors qu'on parle de la technologie de pointe et des gens extrêmement intelligents, j'ai envie de dire, et férus en la matière, qui prennent une petite boîte pour s'en sortir. Ça peut paraître pathétique, mais dans le film, c'est pas pathétique. Pourquoi? Parce que je pense qu'en fait, elle symbolise beaucoup de choses, cette boîte. Elle est un peu la métaphore des gens qui se reconnectent avec leur milieu de travail, qui réinvestissent leur milieu de travail, et c'est aussi la connexion entre les gens. Tout d'un coup, je parle, je communique. Et donc, cinématographiquement, c'était un espoir magnifique que de voir que tout le monde, quand il y a cette boîte à suggestions, tout le monde est venu vers la boîte pour faire des propositions. J'ai terminé le film avec Bob Dylan qui fait The Time They Are Changing, ce qui veut dire les temps sont en train de changer ou doivent changer. Et donc l'idée, l'un plus l'autre, c'est de passer à autre chose, de passer ce cap, cette transformation, et de faire en sorte que les gens puissent récupérer assez de confiance en eux et en le système pour s'y reconnecter. Un grand moment, après le tournage, a été la restitution. Entre les deux, il y a eu une année plus ou moins de travail, et puis à un moment donné, j'ai terminé mon film, je dois aller le présenter en premier lieu à la direction. On avait signé une convention, et dans cette convention, il y avait notamment cette règle qu'ils avaient un droit de regard à la fin du montage. À la fin du montage, sauf s'ils ne sont pas d'accord, à ce moment-là, c'est plus la fin du montage, mais enfin soit. Je suis parti avec ma petite cassette sous le bras, avec le monteur, avec le producteur, etc., à Paris, pour montrer à madame la directrice qui est dans le film, mais aussi au bras droit de Martin Hirsch, le directeur de l'assistance publique hôpitaux de Paris, dont fait partie cet hôpital. Et je vous assure que j'étais dans mes petits souliers parce que le film n'est pas tendre. Le film, vous le savez, n'est pas la réalité. C'est un point de vue sur la réalité, mais c'est un point de vue assez direct qui va vers la problématique. Et bien étonnamment, le bras droit de Martin Hirsch, qui est aussi son directeur de la communication, ainsi que la directrice, ont regardé le film et ont dit, ben, écoutez, la directrice a dit que c'était pas flatteur pour elle, c'est vrai. Mais avec beaucoup d'humilité, elle disait, voilà, j'étais face à des grosses problématiques à ce moment-là, effectivement, voilà, j'aurais préféré avoir un autre rôle dans votre film, mais j'apprends quelque chose. Je n'étais pas là, comme vous avez été là, donc je n'ai pas vu ça, et c'est vraiment un document qui m'apprend quelque chose. Pareil, le directeur de la communication, lui aussi, a vu une vision particulière. Et donc je pense qu'à ce moment-là, il y a eu un déclic. Enfin, c'est pas un seul déclic, hein. Le fait de donner l'autorisation de tournage, le fait d'accepter que ce film soit diffusé est quelque chose de tout à fait incroyable. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose entre la matière, la personne, moi, quelque chose d'un peu magique, et puis en même temps quelque chose de simple, c'est qu'on se connaît depuis 2 ans avec la directrice, et que 2 ans plus tard, ben voilà, elle me fait confiance, et elle voit quelque part le film comme quelque chose qui est la trace d'un événement qui s'est passé dans son hôpital. Restitution à la direction, restitution individuelle. Je prends beaucoup de précautions à montrer le film avant de le diffuser aux gens qui sont dedans, et pour cause, c'est très difficile de se voir au cinéma, de se voir à la télé et d'entendre parler de soi. Et je vais vous montrer un petit extrait, justement, qui est un extrait où on voit Marie-Christine, qui est dans un moment très très touchant, très émouvant, et vous comprendrez après cet extrait que je prends du temps pour leur montrer, et que souvent il faut voir plusieurs fois les images pour y voir le sens. Nous regardons ce... Moi, je suis obligée de faire avec ce qui a été décidé. Je peux être contre dehors, je peux aller manifester, mais là, dans l'hôpital, je suis obligée de mettre les moyens à disposition. Je fais avec, et moi,
je suis dans un système qui est fou. Je trouve complètement fou. Oui. Et qu'après, on vienne me dire de manière docte que voilà, ceci, cela, j'ai envie de dire, ouvrez les yeux, regardez. Non, c'est pas ouvrir les yeux, ils ont ouvert les yeux, c'est uniquement financier. Non, mais ils ont ouvert les yeux. Non, mais bon. Ils ont tous ouvert les yeux, c'est financier. C'est des Donc, choix voilà. financiers. Donc, si tu veux, pourquoi je dis que mon travail n'a pas de sens? Oui, je suis intimement fière de le métier que je fais, mais mon travail n'a plus de sens. Voilà. Donc, si tu veux, oui, je suis en plein questionnement sur le sens de mon travail. Ouais. Ah bah oui, je peux dire que ça turbine. Ça turbine. Quoi, hier, tu es partie toute seule, comme ça, Non, en je suis disant... partie parce que c'est un travail posté, j'ai des cases. Je suis même partie, j'aurais même pu partir à 13h30, tu vois. J'étais cadre et je remplis mes cases. Tu vois, je suis un bon petit soldat, je fais mes cases. Mais c'est tout sauf l'essence même de mon travail. Enfin, si tu veux, enfin, pour moi, c'est le travail d'anesthésiste réanimateur, c'est pas ce torchon qui m'est donné tous les jours. Voilà. Excuse-moi, c'est où je suis là. Si mon travail de médecin, si j'ai fait 15 ans d'études pour faire ça, mais zéro quoi, c'est zéro. Tu veux dire le fait qu'on te balance d'une salle à l'autre comme une petite boule, quoi? Oui, alors tout le monde a l'air content de ce que je fais, hein, c'est pas ça, c'est pas le problème, c'est pas la qualité de ce que je fais. Le vécu de ce que je fais correspond à ce qu'on attend, peut-être on attend que ça de moi, tout qu'on fait, on attend peut-être que ça de moi. Ça m'a, mais hier, j'étais dans tous mes états. Enfin, je peux dire qu'hier, c'est affreux, quoi. C'est gravissime. Hein. Donc là, il y a eu quelque chose là. Rien. Il y a juste rien. Il y a juste rien. Il y a juste rien. Je peux te dire rien. Rien, Yamina. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu hier? Il y a juste rien. Non, mais il faut pas partir comme ça. Il y a juste rien. Si effectivement, c'est ça mon travail aujourd'hui à l'hôpital Saint-Louis. Voilà, respire profondément et souffle. Bien, tout va bien. On respire et on souffle. Encore. Vous êtes bien, tout va bien et on se va en salle de réveil, d'accord? Allez, c'est parti. Bien évidemment, quand quelqu'un se donne à ce point-là, se montre dans un état de fragilité, de faiblesse, moi, je ne peux pas considérer que quelqu'un qui donne ça pour un film ne reçoive pas quelque chose du film. Pour moi, c'est indispensable que mes personnages se servent du film. Dans le cas de Marie-Christine, elle ne voulait pas être une héroïne, c'était pas son ego qu'il fallait flatter, c'était quelque part qu'elle puisse continuer à faire son travail, et comme elle me l'a dit très humblement un jour, mon travail en tant qu'anesthésiste est d'essayer que les gens ne souffrent pas. Et je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas à quel moment, pendant ces 2 années où on s'est fréquentés, Marie-Christine s'est dit, tiens, au fond, il peut y avoir différents niveaux d'aide à la souffrance, d'assistance à la souffrance. Le niveau, évidemment, qu'on lui demande par son métier, c'est de s'occuper des soignants. Mais en dézoomant un petit peu, elle s'est rendue compte, elle par elle-même, même avant que nous intervenions, Pascal et moi, elle s'est rendue compte qu'elle avait un problème parce que d'autres gens souffraient, beaucoup de gens souffraient. Aujourd'hui, Marie-Christine est présidente, ou vice-présidente plutôt, d'une commission de vie hospitalière qui analyse justement toutes les choses qui peuvent se passer en fonction, sur beaucoup d'aspects, mais en tout cas en ce qui concerne la qualité de vie au travail. La direction a mis un petit temps avant de montrer le film au collectif. Ils avaient un peu peur des réactions, c'est normal, il y a des syndicats, c'est normal, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, il y a les chirurgiens, les anesthésistes, etc. Tout ça se retrouve dans le film. Ils ont eu un petit peu peur, et puis finalement, en discutant beaucoup, ils ont fait une projection. Moi, je leur ai dit, c'est très important que le collectif soit remercié, gratifié pour ce qu'ils ont fait, de se laisser filmer, d'accepter quelque chose que vous m'avez autorisé à faire, que j'ai fait, et peut-être leur montrer à eux en première, avant de le montrer en salle ou à la télévision, serait quelque chose à faire. Il y a eu 2 projections, la première timide, juste à l'heure de la fermeture du bloc, ou même peut-être un petit peu avant que le bloc ferme, et peu de gens présents.
parce que pas beaucoup d'annonces. Et puis en fait, il y a eu de la discussion. Les gens qui ont vu le film ont dit mais c'est merveilleux, il faut aller le voir, etc. Et puis la deuxième projection a eu lieu à une heure tout à fait convenable, avec beaucoup de publicité et avec la présence de Martin Hirsch, himself, le boss des 100 000 employés de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, était là. Et merveilleux, même si au moment même et au moment de la sortie du film, il y a eu de nouveau un peu de peur et un petit peu d'énervement et de tension par rapport à l'existence de ce film, quelques mois plus tard, surprise, je trouve dans les journaux Martin Hirsch qui écrit un livre qui s'appelle « Hôpital à cœur ouvert ». Alors que le film s'appelle « Dans le ventre de l'hôpital », « Burning Out dans le ventre de l'hôpital » en France. Je me dis extraordinaire. Est-ce que ça l'aurait? Est-ce qu'il y aurait eu des ondes qui auraient guidé son stylo? Pas à trouver le titre de ce livre, mais à l'écrire. Le sous-titre, c'est « Réhumanisons l'hôpital ». Merveilleux, ça devient dans l'air du temps. Alors croyez-moi, c'est pas le film qui a changé les choses. C'est tout ce processus, toute cette chaîne, tous ces liens qu'il y a eu entre les différents éléments. Et ça a été jusqu'où? Ça a été jusque maintenant, la ministre française de la Santé se préoccupe ardemment du burn-out et de la qualité de vie au travail. Je pense que les choses sont dans l'air. Il faut croire que des petites choses peuvent en influencer des plus grandes. Tout ça, évidemment, était possible à partir du moment où je pouvais régulièrement revenir vers Pascal. Et Pascal, je pense, lui aussi, a peut-être été modifié. Il a écrit ce bouquin, il me l'a passé. Il m'a passé le témoin, j'en ai fait un film, et petit à petit, il est revenu, bien sûr, c'est son métier, il écrit des livres, et je pense que peut-être que lui aussi a été modifié par cette opération. Oui, bien entendu. D'abord en essayant de penser comment en sortir, comment dépasser, comment aller plus loin, comment ne pas rester à ce constat qu'une civilisation peut, à certains égards, avoir des très fortes limites. Ça a été d'abord un premier ouvrage sur les transitions. Transire, c'est aller au-delà. La transition écologique, bien évidemment, à partir du moment où on comprend que notre civilisation technicienne épuise la Terre, épuise la biodiversité, épuise les humains, il faut essayer de penser autrement cette civilisation, voir comment la transition démocratique, la transition écologique peuvent être des très grandes alternatives. Et puis, je me suis dit dans un ouvrage suivant que finalement, on était un petit peu sommaire à toujours opposer des personnalités généreuses, comme Marie-Christine, qui ont une beauté d'être, véritablement, de les opposer au système. Il faut essayer de dépasser l'antinomie entre l'humain et le système. Cela ne suffit pas pour nous permettre de bien penser. Pourquoi cela ne suffit pas? Eh bien, pour deux raisons. D'abord parce que c'est un peu facile. Nous sommes tous partie prenante du système. Et puis, deuxièmement, parce que politiquement, nous avons vu combien les mentalités anti-système, que ce soit dans la campagne électorale française ou dans celle pour le Brexit ou dans celle qui a mené Trump au pouvoir, combien les mentalités anti-système étaient violentes, sommaires, beaucoup trop rhétoriques. Il faut penser autrement. Et penser autrement, me suis-je dit, c'est peut-être voir que le système ne doit pas être le repoussoir, mais il doit être pensé aujourd'hui dans ses aspects matériels. Il y a trois grands marqueurs matériels de ce qui fait le système technocapitaliste, la grande bulle à l'intérieur de laquelle 1 milliard d'humains vivent, 6 milliards voulant y entrer. C'est tout de même ça, la réalité de notre planète. Trois grands marqueurs, les vitres qu'on ne voit plus, les vitres qui protègent, les vitres qui séparent un dedans d'un dehors, le marqueur de la vitre, avec une valeur de protection qui y est incarnée, des places, des sièges, des lieux où s'asseoir, des lieux où prendre part au processus. Deuxième grand marqueur. Et troisième grand marqueur, les écrans.
à travers lesquels défile toute l'information. C'est cela, vivre dans le système, et de plus en plus travailler, c'est un peu moins le cas ici, mais dans bien des lieux, travailler, c'est être assis du côté de la vitre où il y a de l'air conditionné, devant un écran. De plus en plus, c'est cela le système. Et il n'est pas blâmable en tant que tel. Il traduit des valeurs de dignité, de donner un rôle, d'offrir une place. Cependant, il y a quelque chose qui stresse ce système, qui le traverse et qui le transforme dans des proportions parfois dommageables. Ce sont des ultra-forces. Je les nomme en tout cas comme cela, des processus de numérisation, des processus de robotisation de plus en plus qui permettent de remplacer les humains, des processus de financiarisation qui s'imposent d'une certaine manière comme un nouveau destin. Et une des réalités difficiles de notre époque, c'est de se dire qu'avec notre technologie, avec nos sciences, nous avons dépassé ou tenté de dépasser le destin naturel dans dans beaucoup de ses dimensions, pas dans toutes, bien évidemment. Nous avons tenté de le dépasser, mais nous avons recréé un nouveau destin technique. Nous sommes donc à la fois des êtres adaptés au système, qui parfois souffront, des sujets clivés par des ultra-forces avec lesquels il n'y a pas de bras de fer possible, avec lesquels il n'y a pas de rapport de force. Avoir un rapport de force avec Facebook, par exemple, on a vu comme c'était impossible. Et puis, parce qu'il ne faut pas se limiter là, il y a un troisième lieu, qui est le lieu du soi, le lieu du rapport à soi-même, de la conscience intime de ce qui importe, des équilibres, de ce qui dépend de nous, de la transition finalement, toute cette dimension extrêmement personnelle. Et nous sommes les trois. Nous sommes des moins adaptés au système, des sujets rivés aux ultra-forces et des soi qui savons ce qui est précieux, qui savons toute la saveur d'exister, qui savons, comme tous les personnages du film, ce qui est vraiment le plus capital, le plus important. La situation contemporaine, me semble-t-il, est celle d'un rapport entre ces trois dimensions de l'individu, ces trois modes d'existence, et ce qui est important, c'est de se dire qu'on n'en finira jamais avec aucun des trois modes d'existence. Je ne crois pas. Les mentalités anti-système sont erronées. Les personnes qui pensent que les ultra-forces sont entièrement maîtrisables sont des utopistes. Et quant aux tentatives de standardiser les soi, elles seront toujours rendues caduques par la puissance de résistance du soi lui-même, par la soif d'existence et par cette saveur qui fait que la vie est belle dans toutes ces dimensions. Et les personnages du film le savent tous, en sont intimement persuadés et cherchent à sauver cela. C'est donc la question de la résistance, c'est la question de la culture aussi. C'est la question comment trouver les mots, comment trouver les images, comment trouver les mentalités, les façons de faire pour faire exister ces soi d'où les résistances peuvent venir. C'est vraiment cela qu'on a cherché et qui me semble devoir être le plus cultivé. Donc plutôt que d'avoir un facile humanisme qui serait un humanisme qui met de côté ou qui voudrait mettre de côté un système technicien, essayons d'avoir un humanisme perplexe, un humanisme complexe, quelque chose qui se dit il n'y a pas d'ennemis faciles à désigner, il y a des systèmes perplexes dans lesquels on aimerait organiser quelque chose comme un nouvel équilibre. Et malheureusement, l'épreuve du burn-out est l'indice que cet équilibre n'est pas atteint, mais il n'est pas le dernier mot. Il y a une pensée de transition derrière, une pensée pour notre planète aussi, qui se dit, tiens, comment repenser le progrès? On va plus être trop long, mais juste peut-être deux petits mots de conclusion. Un petit mot, c'est que dans le livre de Pascal, j'ai découvert deux choses. Moi, souvent, je lis des livres et puis il y a des idées phares comme ça que je retiens et que j'ai envie de mettre en pratique, que j'ai envie de mettre sur la table ou dans la vie. La première chose, c'est que pour changer le système, il faut redevenir acteur. Je pense que tu parles des vitres dans ton livre. On est souvent derrière la vitre en train de regarder. Pas toujours sous Xanax, mais souvent. Et on se dit, ah, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, mon Dieu. Puis on va voter, on a fait son devoir de citoyen et on retourne derrière la vitre.
je pense qu'il est vraiment important de repartir à la conquête de notre monde, de notre système. Pascal dit quelque chose de magnifique, c'est qu'en fait, il faut y aller, mais pas n'importe comment. Il faut y aller en descendant soi-même. Si vous voulez changer le système, vous devez changer vous-même. C'est comme ça. Tous, autant que vous êtes, vous devez changer. Ben voilà, c'est comme ça. C'est un peu pénible de se dire, mince, ça marchait bien, ça roulait bien. Ben non, le système ne va pas si bien. Sauf si vous trouvez derrière la vitre que tout va magnifiquement bien. Allez dans le soi, d'une manière ou d'une autre, il y a plein de chemins. C'est un vrai chemin magnifique. Et puis après, et ça c'est la phrase majeure du livre de Pascal, c'est poser cette question, ce qui nous importe. Et ça, je trouve ça remarquable. Moi, j'aimerais utiliser des ultra-forces de, par exemple, la connexion des gens, puisqu'on arrive à connecter le monde entier grâce à l'Internet, utiliser, ne pas vouloir la maîtriser, mais l'utiliser pour poser cette question au monde entier, ce qui nous importe. Depuis le moi, depuis le soi, de se dire, finalement, c'est quoi le programme ? Parce que dans les années 60, on a réussi à changer des choses, la civilisation du loisir, le truc, etc. Aujourd'hui, je me demande vraiment, avec toutes ces technologies qui arrivent tous les jours et qui nous dépassent totalement, si les gens se posent encore cette question, s'il y a un programme, ce qui nous importe. Et dans ce qui nous importe, il y a le nous, de nouveau, le collectif. C'était ma petite pensée du soir. Pascal en a une aussi, pour conclure. Oui, et en écho, ce qui nous apporte intellectuellement, c'est peut-être aussi d'être capable de reconstruire un concept de progrès différent. Un nouveau concept de progrès. Nous savons ce qu'est le progrès en convoquant mentalement, par exemple, tous les téléphones dont nous nous sommes servis dans notre existence, et on voit bien que c'est une figure triomphale du progrès, une figure technique, économique et de miniaturisation du progrès, mais c'est pas ce progrès-là qui nous fait nous lever le matin. Enfin, peu de gens. C'est pas ce progrès-là qui peut être seul à nourrir les existences, même s'il leur donne un cadre et un confort qui est souvent admirable. Quel autre type de progrès qu'on reconstruire quelque chose comme un progrès subtil, je crois. Subtella, c'est ce qui est en dessous de la toile, c'est la trame de fond qui tisse les liens entre les humains, qui tisse les liens avec la terre, qui tisse les liens avec nous-mêmes. C'est le progrès dans ces liens-là. Et ce progrès-là, c'est pas un progrès dont on pourrait être les rentiers. C'est pas un progrès dont on disposerait comme un capital qui nous permettrait d'aller toujours plus loin. C'est quelque chose qui est toujours à recommencer. Et penser le progrès humain et le progrès social de manière nouvelle me semble être une des très nombreuses manières de rebondir sur cette question majeure, ce qui nous importe. Et ce qui est agréable, c'est de voir qu'on a encore pas mal d'aventures peut-être ou de travail en tout cas pour toujours continuer à fouiller finalement. Merci beaucoup de votre grande attention et nous avons été ravis de... Merci beaucoup. Un grand merci.